Donc les colères du soleil, on va commencer ce cycle de cours-conférences en parlant d'abord de la source des relations soleil-terre. Et les colères du soleil, en fait, c'est une jolie expression pour décrire l'activité solaire. Alors commençons par une définition. Qu'est-ce que l'activité solaire? C'est en fait l'ensemble des variations intermittentes, souvent éruptives, du rayonnement solaire, mais aussi de ses émissions corpusculaires, donc des particules, et qui sont produites suite à l'émergence et à la réorganisation continue des champs magnétiques qui sont locaux à la surface du Soleil, et donc ces manifestations se développent dans l'atmosphère solaire. Ces variations exercent une influence sur l'ensemble du système solaire et évidemment de la Terre, et sur la Terre, évidemment, les activités humaines, et c'est ce qu'on appelle actuellement la météo spatiale. Ce type d'activité, ce n'est pas une exclusivité du Soleil. Dans l'univers, en fait, toutes les étoiles de faible masse, comprises entre 2 masses solaires et 1/4 de masse solaire, présentent le même type d'activité magnétique. Simplement, ce qui est nécessaire, c'est qu'elles comportent une couche convective externe juste sous la surface, comme nous allons le voir un peu plus loin. Ces variations des émissions solaires se produisent à toutes les échelles de temps, virtuellement, depuis les millisecondes jusqu'au millénaire. Et c'est un petit peu en fonction de cette échelle de temps qu'on va structurer la présentation d'aujourd'hui, où donc dans cette première partie, je vais parler d'abord des phénomènes à long terme, et Andrei Joukov va développer l'aspect phénomène à court terme, la limite se situant à l'échelle des heures et des jours entre ces deux domaines. Et la semaine prochaine, l'autre volet par notamment Nicolas Bergeau ici présent, Viviane Pirard, concernant maintenant les effets au niveau de la Terre. Alors commençons par les éléments de base, les champs magnétiques. Et donc quand on parle de champs magnétiques au niveau du Soleil, on parle de 3000 Gauss, donc 3000 fois le champ magnétique terrestre. Et la présence de ces champs magnétiques provoque en fait un blocage des mouvements convectifs qu'on voit ici dans ce film, qui font bouillonner la surface solaire. Et comme ça bloque cette convection qui amène la chaleur interne à la surface, ça crée une zone plus sombre, les fameuses taches solaires, qui sont plus froides à 4500 degrés au lieu de 6000 degrés pour le reste de la surface, et sont donc moins lumineux, c'est à peu près 10% du reste de la surface solaire. C'est pas noir, c'est un effet de contraste qui nous les fait percevoir comme noir. Alors les taches n'apparaissent pas seules, mais en groupe, souvent avec 2 taches dominantes, marquant le fait qu'on a un dipôle magnétique avec une polarité nord et sud, avec une orientation est-ouest, les taches principales étant souvent accompagnées de taches secondaires avec des polarités magnétiques parasites. Et donc ça mène à une très grande diversité, on le voit ici, différents groupes qui ont des morphologies, des tailles très différentes, gamme de tailles dans les dizaines de milliers de kilomètres pour une tache, tandis qu'un groupe lui-même, un dipôle, peut avoir, pour ainsi dire, la moitié de la distance Terre-Lune. Donc on parle là d'objets importants. Durée de vie, pour les plus petites tâches, à peine quelques heures, mais pour les plus gros groupes, ils peuvent survivre jusqu'à 3 mois. Et comme ils sont emportés par la rotation du Soleil, donc ils défilent avec un rythme d'à peu près 27 jours de récurrence. Donc les groupes à longue durée de vie vont faire plusieurs transits à travers le disque. Ici, c'est une image en simple lumière. À droite, c'est un magnétogramme, donc, qui est une carte du champ magnétique à la surface du Soleil, et on voit que là où apparaissent les taches, on a bien des dipôles magnétiques qui sont marqués par la couleur noire et blanche sur les magnétogrammes, le gris marquant l'absence de champ magnétique sur ces images. Vous allez en voir d'autres par après. Alors l'évolution d'un groupe se produit essentiellement en 3 étapes successives. D'abord l'émergence d'une boucle magnétique provenant des profondeurs du Soleil et créant d'abord un simple dipôle qui grandit
s'étend en dimension, et puis d'autres cordes de flux magnétique vont émerger et vont renforcer l'arcade magnétique initiale, parfois vont avoir une polarité différente et vont introduire alors une complexité de la configuration magnétique qui en fait va apporter une accumulation d'énergie potentielle magnétique, et en fait on a là le moteur de ce qu'on appelle les éruptions solaires, qui vont justement principalement se produire dans les 2 premières phases de croissance du groupe. Finalement se produit le déclin, la croissance s'arrête, et là la convection prend le dessus et commence à disperser les éléments de flux magnétique qui s'affaiblissent et finalement aussi en grande partie s'annulent par collision entre les polarités et donc disparition du groupe de tâches. Alors, l'apparition des groupes ne se fait pas à un rythme constant à l'échelle des années, et en fait, ce taux d'émergence est modulé par un cycle important qui est le cycle de 11 ans, et qu'on voit parfaitement bien sur ce graphique qui reprend l'indice international des tâches solaires, qui est la seule série qui recouvre plusieurs siècles et donc nous permet d'avoir plus de 25 cycles, donc l'historique de 25 cycles solaires. Alors, comme vous voyez, ce cycle n'est pas du tout régulier. En amplitude, c'est très frappant. On a des variations d'un facteur 3 ici sur les 250 dernières années. Mais la périodicité elle-même fluctue entre 9 et 14 ans. Donc, ce n'est pas une horloge. Ça, c'est l'évolution temporelle, mais il y a également une évolution spatiale avec une caractéristique très frappante, c'est que si on représente en fonction du temps la latitude à laquelle apparaissent les groupes, on voit que la latitude de formation des groupes migre des hautes latitudes, 30 à 40 degrés de latitude au début d'un cycle, et puis converge vers l'équateur, sans jamais tout à fait l'atteindre. Et vu la forme que ça prend, on l'appelle communément et poétiquement le diagramme papillon. Alors, j'ai parlé du fait que chaque région active est un dipôle, mais si vous observez à la fois le film ou les images ici, vous allez voir que tous les dipôles d'un même hémisphère ont toujours la même polarité. Ici, jaune à droite, bleu à gauche. Et dans l'hémisphère opposé, eh bien, c'est l'inverse. Polarité inverse. Et en fait, tout ce schéma s'inverse aussi d'un cycle suivant, ce qui définit un cycle double de 22 ans, qui est le cycle de Hale. Donc il y a toute une organisation dans ces champs magnétiques qui indique qu'il y a un moteur très organisé qui est à la source de ces champs magnétiques, et c'est ce qu'on appelle la dynamo solaire. Alors, pour aborder ça, le mieux, c'est d'abord un petit rappel de la structure interne du Soleil, avec le cœur du Soleil qui occupe les 30 premiers pourcents du rayon en partant du centre à très haute température, 15 millions de degrés. C'est le siège des réactions nucléaires qui fournissent toute l'énergie au Soleil et à toutes les étoiles en fait. Ensuite, cette énergie est transportée par les photons à travers la couche convective, un transport lent qui dure à peu près 1 million d'années. Et puis on arrive dans les 30% extérieurs à une couche qui ne représente que 5% de la masse du Soleil, mais à peu près la moitié du volume, mais qui a comme caractéristique d'être très dynamique, parce que c'est la couche convective. Donc à partir de cette hauteur-là, en partant du centre, le transport ne se fait plus efficacement que par des mouvements de matière, comme la soupe qui bout dans une marmite. Et là, le transport est beaucoup plus rapide, avec un temps caractéristique de transport de 2 mois pour les 30% qui restent du rayon solaire. Et puis, la densité diminuant vers l'extérieur, arrive un moment où l'opacité devient suffisamment faible pour que tout le rayonnement produit à l'intérieur de l'étoile s'échappe. C'est la surface brillante que nous connaissons, la photosphère, et qui est la base de ce qu'on appelle l'atmosphère solaire, qui est constituée de toutes les autres couches, chromosphère, couronne, que André va présenter plus en détail, et dans lequel vont se déployer tous les phénomènes d'activité accessibles à notre observation directe, évidemment,
Et donc, cette couche convective, c'est vraiment le lieu où la dynamo solaire va être à l'œuvre. Et le moteur principal, c'est effectivement ces mouvements de matière dus à la convection. La matière, qu'est-ce que c'est dans le Soleil? C'est du gaz à très haute température et donc qui est ionisé, donc chargé électriquement, ce qui veut dire que les mouvements de matière s'apparentent à un courant électrique, d'où le nom de dynamo par analogie avec les dynamos qu'on utilise dans un laboratoire ou dans la vie courante. Alors, dans le cas du Soleil, évidemment, ce sont des mouvements assez désordonnés, donc on a des processus non linéaires avec différentes rétroactions. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette physique assez avancée. Simplement, schématiquement, allez, partons justement du champ de vitesse. Là, on a un flot convectif. Comme on est en présence de champs magnétiques, par l'induction, eh bien, ça produit un champ électrique. Un champ électrique qui s'applique à des particules chargées, vu qu'on a un plasma, eh bien, par la loi d'Ohm, donc ça induit un courant électrique. Et un courant électrique, comme le courant qui passe dans un câble, vous pouvez le détecter à distance par le champ magnétique qui est rayonné par la présence de ce courant. Un champ magnétique, mais on en avait un au départ, et donc là, le courant rajoute, donc ce qui a introduit une variation du champ magnétique, et quand un champ magnétique varie, eh bien, ça induit un courant électrique par la loi de Faraday. Et là, première boucle de rétroaction, le champ électrique qu'on avait là est lui-même perturbé. Et autre effet, quand on a un champ magnétique en présence de particules ionisées, eh bien, le champ magnétique exerce une force. Et c'est ce qui se passe dans le cas du Soleil, c'est la force de Lorentz. Et donc, le flot initial va subir l'influence du champ magnétique et lui-même être modifié. Donc, vous voyez, c'est le serpent qui se mange la queue. Et donc, ça fait toute la complexité de la modélisation physique de la dynamo solaire. Dans le champ de vitesse, en plus, donc, il faut distinguer, en fait, plusieurs champs de vitesse. J'ai parlé de la convection, c'est le principal qui agit donc radialement des profondeurs vers la surface. Et il y en a un autre, la rotation solaire. Et le Soleil étant un fluide, il n'a pas une rotation solide comme la Terre. En fait, il tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle, avec une période de rotation d'à peu près 25 jours à l'équateur et 35 jours au pôle. Donc ici, c'est un profil moyen de rotation, ça, c'est l'expression. Et donc, ça introduit un cisaillement. Donc, si on pouvait tracer une ligne méridienne sur le Soleil, au bout de peu de temps, elle serait étirée et on va voir que ça va jouer au niveau de la dynamo. En fait, cette rotation différentielle, maintenant, on peut la sonder dans l'intérieur solaire par une technique qui s'appelle l'héliosésmologie. Je n'ai pas le temps ici de décrire le principe, mais c'est un peu comme la sésmologie terrestre qui permet de connaître la composition du sous-sol sur Terre. Et elle a permis de montrer qu'en fait, la rotation différentielle de surface se répète à l'identique sur toute la couche convective jusqu'à sa base. Et puis, dans la couche radiative, on a une rotation rigide correspondant à la rotation en surface à une latitude moyenne, mais ça fait que sur une bonne partie de l'interface entre couche radiative et convective, on a un fort cisaillement sur une très faible épaisseur, ce qui est exactement ce qu'il faut pour maximiser l'effet dynamo. Et cette zone qu'on appelle la tachocline est certainement l'un des éléments centraux où agit la dynamo solaire. Autre mouvement qui a été mis en évidence principalement sur la dernière décennie, c'est le fait que après le déclin des régions actives que j'ai mentionné avec fragmentation des champs, en fait, les champs ne se dispersent pas de manière aléatoire. Et donc ici, on a un diagramme papillon donc correspondant à celui que j'ai montré avant, mais c'est un magnétogramme. Et ce que vous voyez à côté de ces ailes de papillon correspondant aux régions actives, vous voyez partir des bandes actives, des sortes de bavures
toutes d'une même polarité et qui migrent vers le pôle. La vitesse de dérive, c'est 10 à 20 mètres par seconde. Donc c'est une vitesse, c'est presque la vitesse d'une voiture ou quoi, donc très petit à l'échelle du Soleil. Donc c'est un mouvement très lent, mais qui clairement, vous voyez, contribue à la constitution d'un champ magnétique qui s'accumule au pôle. Et à chaque cycle, la polarité s'inversant. D'ailleurs, cette polarité est détruite et remplacée par une autre. Donc il y a un champ dipolaire faible sur le Soleil, comme le champ de la Terre, mais qui n'est pas une structure permanente et qui s'inverse à chaque cycle. Et clairement, il est alimenté par ce flux méridional. Ici, c'est illustré par une petite animation, mais la chose importante qui entre dans les concepts de la dynamo actuelle, c'est que ce flux méridional, pour la conservation magnétique, on ne voit pas s'accumuler indéfiniment du flux magnétique au pôle. Eh bien, il faut que la boucle se referme, ce qui implique un flot de retour quelque part en profondeur. Là, ce n'est pas encore très clairement établi, c'est peut-être au niveau de la tachocline, donc à la base de la couche convective, ou plus haut. Mais donc, on a réellement des cellules de circulation en profondeur dans le Soleil. Donc voilà les 3 champs de vitesse. Le petit film ici résume un petit peu de manière dynamique le scénario que je viens d'expliquer. Pour le construire, donc, on a, après avoir cartographié l'ensemble de la surface solaire, on crée une carte globale. Et là, on fait se succéder les rotations successives, ce qui fait une animation du cycle. Alors vous voyez les 2 bandes à latitude intermédiaire où apparaissent les groupes. Là, on arrive à un minimum, quasi plus de tâches. Les premières tâches apparaissent à haute latitude et apparaissent de plus en plus près de l'équateur. Maintenant, on repasse le film. Maintenant, je vais attirer votre attention sur une autre caractéristique, à savoir que si vous regardez au-dessus ou en dessous des bandes ici, partant de chaque région active qui apparaît, vous avez une sorte de flamèche qui est tout de suite étirée par la rotation différentielle. Et donc là, vous voyez en fait l'effet combiné de la rotation différentielle et de ce flux méridional. Et donc, pour résumer ce qui se passait dans ce film, donc on a la migration vers l'équateur des régions actives, donc des zones d'émergence des champs magnétiques, et les champs résiduels qui, eux, migrent en fait une des polarités migre vers le pôle, l'autre vers l'équateur. Au cycle suivant, la polarité s'inverse, on voit les couleurs qui s'inversent. Exactement la même chose dans l'autre hémisphère, mais avec les polarités inverses. Et à l'équateur, là, inévitablement, il y a annulation des polarités opposées qui se rencontrent, donc ce flux-là disparaît complètement, tandis qu'au pôle, il y a un flux net qui s'accumule, et cette polarité se retrouve dans le cycle suivant. Ce qui amène à la vision actuelle. Bon, il y a différents modèles avec différentes nuances dans le scénario, mais le schéma important, et cette histoire-là, je n'aurais pas pu vous la raconter il y a même 5 ou 10 ans. Et donc, voilà comment se passe un cycle solaire. Partons du champ dipolaire initial. Les lignes de champ méridionales sont étirées par la rotation différentielle, et à force de rotation et rotation, en fait, ce champ devient essentiellement est-ouest, et forme un tore qui est amplifié à chaque rotation. Et à un certain moment, quand le champ atteint à peu près 10 000 Gauss à la base de la couche convective, la pression magnétique qui en fait s'équilibre avec la pression du gaz environnant provoque une poussée d'Archimède. Et donc le champ magnétique monte vers la surface comme une bulle dans l'eau, en quelque sorte. Et localement, donc, ça amène à une boucle qui perce la surface. Dans l'ascension, les forces de Coriolis dues à la rotation donnent une certaine torsion à la corde de flux, qui est un élément qui aide au phénomène d'activité solaire. Une fois le flux émergé, le champ se disperse, et par la circulation méridionale,
il y a accumulation des polarités aux pôles, comme on l'a vu, et finalement se forme un champ dipolaire. On retrouve la même image que là, à une nuance près, c'est que la direction des flèches s'est inversée, donc la polarité a commuté exactement comme on peut l'observer sur le Soleil. Un petit film pour illustrer dynamiquement ce qui se passe et qui illustre ici les zones de polarité magnétique différentes dans le volume à l'intérieur de la couche convective. Et comme vous voyez, il y a comme des vagues successives qui migrent des pôles vers l'équateur. On parle de vagues dynamo. Et maintenant, des modèles physiques sont capables de reproduire ça. Donc c'est un développement vraiment nouveau. Et compte tenu des vitesses de migration qu'on observe et des dimensions connues du Soleil, fatalement, vous avez une distance à parcourir, vous avez une vitesse, eh bien ça vous donne un temps pour parcourir cette boucle et les modèles confirment qu'on obtient une durée de l'ordre de 10-11 ans. Et donc ça correspond effectivement à la pulsation du Soleil. Donc là on tient la clé pourquoi le Soleil n'est pas simplement actif, toujours au même niveau à tout moment, mais pourquoi est-ce qu'il pulse sur 11 ans. Donc c'est une question de recyclage. Le Soleil a inventé le recyclage bien avant nous apparemment. Mais le Soleil nous conserve aussi certaines surprises avec le fait que les informations passées, là il faut remonter plusieurs siècles en arrière, montrent que par moment le cycle carrément s'arrête et le Soleil se met en hibernation dans un état d'activité minimum où il y a absence de taches solaires et donc il n'y a plus de source pour tous les phénomènes éruptifs, donc il n'y a plus d'activité solaire. Alors le dernier épisode de grande ampleur qui s'est produit, c'est le minimum dit de Maunder qui s'est produit dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Un autre épisode un peu plus faible s'est produit au XIXe siècle, mais où le cycle était simplement atténué. Et donc on peut se demander à quel intervalle ce genre d'épisode se produit. Et là, on a ce qu'on appelle les isotopes cosmogéniques, qui sont des isotopes qu'on peut retrouver sur Terre et dont la présence est modulée par l'activité solaire. Alors il y a le carbone 14 qu'on trouve dans les sédiments ou les anneaux de croissance des arbres. Et plus récemment, on a le beryllium 10, qui est un isotope qu'on trouve dans les carottes glaciaires, qu'on peut extraire en Antarctique, etc. Et donc, ils permettent alors de remonter à plusieurs millénaires. On a les données directes des taches solaires seulement jusqu'à 1610, invention du télescope, mais on voit que les variations d'ensemble de l'enveloppe des cycles est assez bien reproduite par les variations des isotopes. Et donc, on voit apparaître des maxima et minima. Donc, on peut reconstituer avant même que des observations directes des taches existent. Et donc un grand maximum médiéval, le minimum de Spörer, un siècle plus tard Maunder, puis le petit minimum de Dalton. Et donc il s'est passé maintenant un intervalle assez long depuis le dernier grand minimum. Alors quelle est l'importance de ces arrêts, de cette intermittence du cycle solaire? C'est le fait que notoirement, les périodes où aucune tache solaire n'est rapportée, où une faible activité avait régné, eh bien, ça correspondait à des périodes notoirement plus froides, avec des hivers plus rigoureux, comme en témoignent des tas de données historiques, y compris, là j'ai repris un tableau de Bruegel, c'est ici, en Flandre, en Belgique. Essayez toujours de patiner sur les canaux, de faire du ski sur 2 mètres de neige. Donc, clairement, là, c'est la Tamise, où les gens patinent sur la Tamise, là, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, là, il y a un lien Soleil-Terre à long terme concernant le climat. Alors, bien sûr, par quel lien le Soleil peut-il agir sur le climat ? Alors, intuitivement, la première idée, c'est
la chaleur, le rayonnement que nous apporte le Soleil. Et là, il se fait que depuis le début de l'ère spatiale, donc à peine quelques décennies, on est en mesure de mesurer très précisément ce qu'on appelle l'éclairement énergétique, c'est-à-dire la luminosité totale provenant du Soleil. Et là, en fait, là, on voit la modulation par le cycle solaire, mais attention à l'échelle, c'est à peine 0,1%, donc 1/1000. Donc des variations très très minimes. Et en fait, quand on regarde l'ensemble du rayonnement solaire, donc ici l'échelle de longueur d'onde, et en bleu, en fait, c'est l'intensité du rayonnement solaire, échelle logarithmique, attention, donc à chaque graduation, c'est un facteur 10, un ordre de grandeur. Et en fait, ça veut dire que essentiellement plus de 90% du rayonnement solaire se trouve dans cette mince tranche. Et là, vous voyez que la variabilité qui est représentée par la courbe rouge est très basse. On est à 1 pour 1000. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les courtes longueurs d'onde, le domaine des ultraviolets jusqu'aux rayons X, où on voit que la variabilité devient beaucoup plus importante, même si ça représente une fraction plus faible, quelques pourcents du rayonnement total reçu du Soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'alors que le visible, l'infrarouge varie peu, mais que donc l'ultraviolet est très variable, ici c'est une image des couches externes du Soleil qui émettent ce rayonnement, et on voit qu'au cours d'un cycle, on passe d'un disque très sombre à un disque rempli de nuées très brillantes. Eh bien, ce rayonnement courte longueur d'onde a des effets sur la haute atmosphère terrestre. Nicolas en parlera la semaine prochaine. Donc des effets thermiques et chimiques. Et ici, je reprends juste une courbe qui corrèle la courbe en T qui est l'indice des taches solaires, avec la hauteur de la stratosphère. Donc essentiellement, c'est une mesure de la pression dans la stratosphère. Donc il y a clairement une correspondance, une modulation. Évidemment, la stratosphère, c'est au-dessus de la troposphère, qui est la zone, les 10 premiers kilomètres, où se produisent les phénomènes météorologiques. Donc, reste un problème, c'est comment quelque chose, un couplage qui se produirait dans la haute atmosphère pourrait influencer la troposphère à plus basse altitude. Mais une autre composante doit être prise en compte venant du Soleil. Il n'y a pas que le rayonnement, c'est également ce flux de particules continu produit par le Soleil qu'on appelle le vent solaire. Et la première courbe montre effectivement la présence, l'empreinte du cycle solaire avec une variation de plus d'un facteur 10 des protons, qui sont les particules dominantes dans le vent solaire. Or, ce vent solaire rentre en collision avec le milieu interstellaire. Entre les étoiles, il y a un gaz ténu contenant généralement des particules à très haute énergie produites par des phénomènes cataclysmiques, supernovas, etc. Et le vent solaire joue le rôle de bouclier. Donc c'est ce qui est représenté ici, et empêche, en fait, filtre les rayons cosmiques, donc ces particules à haute énergie, de pénétrer dans le système solaire et d'arriver jusqu'à la Terre. Effectivement, ce qu'on mesure au niveau de la Terre en rayons cosmiques, eh bien, ça varie d'un facteur 2. Oups. Ah. La télécommande qui devient folle. Varie d'un facteur 2. Là, on ne parle pas d'un 1 pour 1000. Et ça a suscité une idée, il y a une quinzaine d'années, une équipe danoise qui a pensé corréler ce flux de rayons cosmiques, qui est représenté par la courbe rouge ici, avec la couverture totale nuageuse qu'on peut obtenir par les images satellitaires, météosat, etc. Et ils obtiennent une très bonne corrélation avec la couverture nuageuse. À voir si cette corrélation perdure, c'est encore un sujet très controversé, mais un élément derrière cette idée, c'est que les rayons cosmiques, en percutant l'atmosphère, créent des gerbes de particules secondaires qui vont déposer des charges électriques. Et est-ce que ce processus-là peut influencer la formation des gouttelettes d'eau et donc la formation des nuages? Et là, c'est une question à laquelle on essaye de répondre, au moins valider un processus physique qui puisse valider cette idée. Et donc, quel est le rôle des ions qui pourraient être produits sur l'agrégation de
microparticules provenant d'émissions naturelles ou artificielles d'ailleurs, les fumées industrielles, etc., pour former des noyaux de condensation sur lesquels se forment les gouttelettes d'eau. Et une expérience a été mise sur pied, elle est opérationnelle depuis 2011 au CERN, au Grand Accélérateur de Particules, où une chambre reproduit les conditions dans la haute atmosphère et les rayons cosmiques sont simulés en fait par les protons provenant de l'accélérateur. Et donc c'est une expérience de longue haleine, mais où ils vont réellement essayer de démontrer que des particules à très haute énergie peuvent réellement jouer un rôle, et où donc, au lieu de songer à un changement de climat lié au fait que le Soleil varie en luminosité, c'est plutôt une sorte d'obturateur, ce rôle-là étant joué par les nuages, mais l'obturateur étant, lui, sous contrôle du Soleil, mais via les particules. Donc, autre concept. Donc, une voie à poursuivre, mais qui est encore un sujet d'étude. Alors, revenons à l'effet du Soleil. On a vu un petit peu les possibilités, et on a vu l'existence des grands minima. Alors, ici, dans ce graphique, est reprise ce qu'on appelle, dans les termes du jargon scientifique, l'anomalie de température de l'hémisphère nord, qui est une sorte de reconstruction de la température moyenne. Bon, pourquoi l'hémisphère nord? Parce que sur le siècle passé, les seules stations météorologiques qui recensaient la température étaient dans l'hémisphère nord. Mais enfin, ça représente relativement bien la température globale sur Terre. Ici, une version lissée des cycles d'activité solaire pour faire ressortir la tendance générale. Le gaz carbonique qui monte surtout à partir du 19e siècle à cause des activités industrielles de l'homme. Et ici, un indice d'opacité de l'atmosphère dû au suie lâché par le volcanisme. Et donc là, c'est impulsif, chaque pic correspondant à une grosse éruption, mais donc là on voit que ça a un caractère impulsif et aléatoire. Alors, le Soleil, le minimum de Maunder, eh bien, il y a une dépression perceptible dans les mesures de température, et je vous ai montré d'ailleurs d'autres traces très concrètes, les tableaux et les chroniques, etc. Minimum de Dalton. Donc il y a une empreinte du Soleil, mais il n'est pas le seul. Par exemple, ici, un épisode assez remarquable, première moitié du XXe siècle, il y a eu très peu de grosses éruptions, et donc l'atmosphère a été très limpide, et ça semble correspondre à une phase de montée un peu plus abrupte des températures, mais qui s'inscrit sur une montée plus longue et progressive, et qui correspond assez bien à la montée du gaz carbonique anthropogénique. Donc là, on est vraiment au cœur du problème du réchauffement climatique. Zoom sur les dernières années, en repensant spécifiquement au rôle du Soleil. Donc, reconstitution de la température, qui ici est beaucoup plus précise pour les dernières décennies, vu qu'on a une abondance de mesures, le CO2 et le cycle solaire. Et là, ce que je vous ferai noter, c'est que sur cette période-là, on a deux tendances clairement montantes ici, mais que cette tendance montante de température ne correspond plus du tout à l'évolution qu'a connue l'activité solaire sur les 50 dernières années, qui est plutôt descendante. Donc là, ça suscite quand même une sérieuse conclusion quant au rôle que le Soleil joue sur l'évolution récente. Alors, où en sommes-nous pour conclure cette partie? Eh bien, nous sommes là, approchant du sommet d'un nouveau cycle, mais comme vous voyez, un cycle beaucoup plus bas que les 5 cycles précédents. Et en fait, ça a pris les physiciens solaires complètement par surprise. Beaucoup se sont essayés à faire des prévisions au cours principalement de la décennie passée, de qu'est-ce que ça allait donner au niveau du cycle 24. Et je dirais 95% des prévisions étaient à côté de la plaque et n'ont pas du tout anticipé que l'activité allait faiblir et que le cycle allait être tardif. Et donc ça a un peu
était un électrochoc pour la physique solaire, rappelant qu'on devrait consacrer plus d'attention et investir plus de travail dans l'étude à long terme de l'activité solaire, vu qu'on a une sorte de zéro pointé pour notre capacité de prévoir à plus que quelques années. Alors, en fait, on revient à un cycle qui est plutôt typique du début du XXe siècle, ceux qui sont les plus ressemblants, et là j'ai superposé en rouge le début du cycle actuel par rapport au cycle 14 et 15 du début du XXe siècle, et on voit que les cycles plus affaiblis ont un maximum généralement assez arrondi, hérissé en fait d'une série de pulses d'impulsion, d'activité. D'ailleurs, on est sur la deuxième pour ce cycle-ci. Là, pour le moment, on est vraiment dans... les derniers mois ont été particulièrement actifs. Mais vous voyez que ça va plus pouvoir durer longtemps. En principe, je pense, le maximum, vraiment, on est en train de le traverser cette année-ci. Et donc, il faut prévoir un retour au prochain maximum vers 2020. Une autre manière de mettre en perspective, un autre indice, c'est le nombre total de jours sans tâches au moment des minima. C'est une quantité, comme on le voit ici, qui est fortement anticorrélée avec le niveau d'activité solaire. J'ai d'ailleurs inversé l'échelle ici du nombre de tâches et on voit que la modulation générale correspond. Et on voit qu'on a eu un minimum très long avec beaucoup de jours sans tâches. Mais qui retrouve des valeurs qu'on avait au tournant du 19e au 20e siècle et est inférieur d'ailleurs à ce premier point qui est la fin du dernier minimum de Dalton. Donc on n'est vraiment pas, parce que bon, sur Internet, etc., il y a des rumeurs qui courent et bon, il y a eu des annonces tonitruantes qu'on allait vers un grand minimum. On n'y est pas vraiment encore, mais ce qui a peut-être induit ce contraste, c'est le fait qu'en fait, on a eu une période très particulière avec des valeurs particulièrement basses au cours des 50 dernières années. Et ça s'est imprimé dans les esprits. Et donc, en fait, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est moins le cycle courant que la séquence de cycles qu'on a traversée dans les décennies passées. Alors, peut-être que vous êtes curieux de savoir, et après le cycle 24, plus loin dans le futur. Et là, nos possibilités d'extrapoler sont assez limitées. Et pour le moment, une des meilleures méthodes provient de l'hélioséismologie, donc ces sondages de l'intérieur du Soleil. Et où ici, on a cartographié les écarts, ce qu'on appelle les ondes torsionnelles, qui sont en fait des écarts locaux au profil moyen de la rotation différentielle que j'ai présentée au début de mon exposé. Et en fait, on observe que les zones qui tournent plus vite ou plus lentement, donc plus vite c'est en rouge, suivent un diagramme en papillon, en fait, qui correspond tout à fait à la présence des taches en surface. Ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on peut suivre ça sur 2 cycles, et que pour le diagramme papillon du cycle actuel, en fait, on voit que les branches, on les détecte sous la surface déjà alors que le cycle précédent était en cours. Donc, il y a presque 15 ans déjà. Et donc, ça permet de voir la dérive bien avant. Dérive, d'ailleurs, on le voit à l'œil, qui a été plus lente et qui explique sans doute pourquoi le cycle a été plus lent et plus tardif cette fois-ci. Une autre caractéristique, c'est la branche qui monte vers le pôle, qui est certainement la trace interne de cette migration des polarités vers le pôle. Et là, il y a le grand point d'interrogation, c'est que toutes ces structures que vous voyez lors du cycle précédent, ici c'est le minimum entre le cycle précédent et ici c'est le cycle actuel, eh bien, vous ne voyez rien. Donc beaucoup de gens se posent la question, est-ce que simplement ça va venir plus tard et que c'est une question de, dans quelques mois, cette structure va apparaître, mais en retard un peu comme tout ce qui a précédé, ou est-ce que réellement il y a une absence de flux et comme ce flux dipolaire, comme je l'ai présenté, constitue en quelque sorte la semence pour le cycle suivant, la question est ouverte, est-ce que ça annonce que après ce cycle-ci, le Soleil va rester calé dans un grand minimum?
affaire à suivre. Donc, pour l'évolution à long terme, je pourrais en parler lors d'une autre conférence, mais pas dans 2 mois. Peut-être dans 2 ans. Mais voilà. Donc, après ce panorama des longues échelles de temps, qui définit où se situent les sources de l'activité, maintenant, je cède la parole à mon collègue André Joukov, qui, lui, va vous décrire les feux d'artifice produits par ces champs magnétiques. Voilà. Merci de votre attention.